Alors, je vais essayer de présenter un petit peu votre parcours et puis peut-être après vous compléterez ce que j'aurais pu dire. Donc, le docteur Mathieu Lacambre, vous êtes médecin psychiatre émérite au sein du CHRU de Montpellier, où vous occupez le poste de coordinateur de psychiatrie en milieu carcéral et de référent au sein des centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Donc, dans le cadre de votre rôle de psychiatre hospitalier au sein de la filière de psychiatrie légale, vous opérez au sein de structures complexes à l'intersection de la santé et de la justice. Donc peut-être qu'on peut parler, ou vous en direz un mot, mais je trouvais ça aussi intéressant de dire qu'au-delà du champ traditionnel de la psychiatrie, vous faites beaucoup pour la prévention de la violence, vu qu'on en a parlé ce matin, notamment concernant les violences sexuelles et sexistes auprès des enfants de 5 à 18 ans. Je crois que vous avez créé une boîte à outils de prévention. Voilà, et votre domaine d'intervention, votre champ d'intervention s'étend aussi dans le domaine artistique et culturel. Peut-être vous aurez le temps de nous en dire un mot ou pas. Pour l'instant, il me semble que vous allez nous apporter un éclairage très précieux sur votre perception de la violence, de son origine, de ses répercussions subjectives, tant du point de vue des auteurs que des victimes. Je pense que vous m'entendez, moi je ne vous entendais pas. Mais donc on peut... Alors, j'ai fait une petite présentation de votre parcours, pardon, bonjour, je croyais que vous m'entendiez. Bon, pas du tout, mais fais confiance, on est en aveugle. Bon, ok, très bien. Je vais présenter un petit peu voilà, là où vous travaillez, la boîte à outils que vous avez créée aussi, je ne sais pas si vous allez en parler, et puis tout votre travail hors champ psychiatrie et aussi voilà, la place que vous occupez dans le secteur de la justice et de la santé mentale, pour faire bref. Merci beaucoup. D'abord, vous dire que je suis heureux malgré tout d'être un peu avec vous. Je suis vraiment désolé, j'aurais préféré nettement partager physiquement, présentiel ce moment et les échanges. Mais comme vous le savez, l'hôpital ne va pas très bien. Et donc du coup, j'essaie de prendre soin des équipes de l'hôpital et des patients. Donc on va prendre un moment ensemble, 1 heure environ de présentation, pour essayer d'aborder la question des auteurs de violences sexuelles avec une approche psychopathologique, avec des éléments cliniques, avec des pistes thérapeutiques. C'était la proposition qui m'était faite en termes de commande. Je vais monopoliser la parole pendant 1 bonne heure, et puis ensuite on va se laisser un peu de temps quand même pour échanger, si vous avez des questions, des réactions. S'il vous plaît, il se peut que certains de mes propos vous heurtent, j'en suis désolé par avance, puisque mon activité, comme on vous l'a dit, consiste à soigner, accompagner, traiter des personnes qui ont commis des violences et qui ont malheureusement très souvent aussi subi des violences. Et donc on développe une forme d'indifférence, d'anesthésie, peut-être malgré moi. Donc n'hésitez pas, si à l'issue de vos propos vous êtes heurté, choqué, ça me permettra moi de réajuster vos propos, bien que vous soyez des professionnels. Et donc du coup je pense que vous êtes en capacité d'entendre quelque chose de l'ordre de la souffrance, de ce qui peut s'exprimer, y compris autour de la question des violences. Je vais partager mon écran, je vais moi disparaître de mon retour, là je ne vais plus me voir, donc je vous demanderai juste de me confirmer que vous voyez bien le diaporama. Oui. Vous êtes confirmé ? Oui. Parfait. Donc l'idée vraiment c'est de faire un petit tour d'horizon avec d'abord une partition autour de la question des auteurs de violences sexuelles entre des troubles de la relation qui renvoient à une organisation, un fonctionnement de personnalité, puisqu'on différencie le lien qui est le contenant, le lien entre un papa et une petite fille, entre 2 personnes d'un couple, un mari et son épouse dans le cadre du mariage, ça c'est le lien, c'est le contenant de la relation. La relation, c'est ce qui se joue à l'intérieur du lien, c'est le contenu. Et donc on peut avoir des relations sans avoir de lien particulier, et puis lorsqu'il y a des liens qui enferment, du coup il y a des relations pathologiques qui viennent manifester, exprimer de la violence, et ça peut devenir très compliqué pour les victimes de s'extraire de cette relation enfermée dans un lien. Ensuite on va parler des troubles de la sexualité, lorsque la violence est érotisée, génitalisée,
et qu'elle n'est pas juste une expression qui vient atteindre les parties génitales ou sexuelles. Là, on est dans un trouble de la sexualité avec ce qu'on appelle les troubles paraphiliques. Et donc, je vais dérouler un petit catalogue rapide des troubles paraphiliques, des paraphilies, et puis je vais m'arrêter un tout petit peu sur la pédophilie parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ces notions. Je partagerai avec vous quelques notions de prise en charge de manière très générale et générique. Et puis, on travaille beaucoup en prévention. On est assez ambitieux sur la question de la prévention. Et si vous avez des questions, je prendrai le temps d'essayer d'y répondre. Sur les enjeux, c'est toujours cette difficulté-là de penser autrement qu'avec ses émotions, avec son excitation, avec une forme de projection à caractère plus ou moins érotisé et sexuel. Et deux très beaux livres que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait, le livre de Camille Kouchner et puis le livre de Vanessa Springora, qui permettent de rendre compte finalement de la complexité de certaines relations enfermées dans des liens. Et donc ça vient illustrer ce que je vous disais en introduction. Les violences sexuelles, puisqu'on parle d'auteurs de violences sexuelles, il faut caractériser et définir la violence. L'Organisation mondiale de la santé considère qu'il s'agit de l'ensemble des actes sexuels, y compris des tentatives, pour obtenir quelque chose d'une interaction à connotation sexuelle, mais dès les commentaires, des avances de nature sexuelle, ou des actes qui visent un trafic, en particulier d'images, la coercition, indépendamment de la relation ou de la consentement de la victime. Et on va voir que la question du consentement, c'est un enjeu aujourd'hui majeur, en particulier du côté des mineurs, sur le plan juridique et social. Et il s'agit d'englober toutes ces violences à partir de leur expression, de leur forme et de leur intention lorsqu'il y a une dimension érotisée et sexuelle. Donc les violences sexuelles, c'est une violence avec une connotation sexuelle. On va voir qu'on peut polariser les choses avec des personnes qui présentent des personnalités pathologiques qui vont exercer de la violence sur quelque chose de l'appareil génital, où la dimension qui prédomine, c'est la violence, c'est la destructivité de l'autre. On est là sur un trouble de la relation, versus d'autres personnes qui présentent des pathologies liées à leur sexualité, dans ce qu'on appelle les troubles paraphiliques, et qui peuvent favoriser l'expression des violences. Vous dire encore que c'est un phénomène qui touche toutes les couches de la société, tous les environnements, et qui coûte très cher en France. Sur la question des violences sexuelles sur mineurs, à peu près 10 milliards d'euros par an, et des belles études maintenant macroéconomiques qui montrent l'intérêt d'investir dans la prévention, avec un ratio entre 1 euro investi, 6 euros d'économisé pour des pays européens, versus les États-Unis, 1 dollar d'investi dans la prévention, 10 dollars d'économisé. Donc un facteur 10. En sachant que la prévention, c'est une culture, et qu'en Europe et peut-être en France, on n'est pas encore dans cette culture de la prévention, en particulier de la prévention primaire, qui peut s'adresser à des mineurs avec une autre notion importante. On a tendance à considérer l'auteur d'agression sexuelle comme un prédateur sexuel, adulte, mâle, masculin, 50 ans, un peu isolé. Ça n'est pas tout à fait le cas. Vous avez ici l'évolution de la part des mineurs mis en cause pour des violences sexuelles, soit sur des mineurs, soit sur des majeurs. En sachant qu'on est sur des courbes quand même qui évoluent de manière défavorable, et aujourd'hui, en France, environ 40% des auteurs d'agressions sexuelles sur mineurs sont eux-mêmes des mineurs. Et ça, c'est uniquement la part judiciarisée. On sait que le chiffre noir des violences sexuelles est très important. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on pense la question des violences sexuelles, des auteurs de violences sexuelles, il faut penser la question des mineurs auteurs de violences sexuelles. Ce qui signifie qu'il va falloir un tout petit peu comprendre comment ça s'organise sur le plan des classifications médicales et de nos représentations, puisque aujourd'hui, je tiens un discours qui est le fruit finalement des évolutions des années qui précèdent. Et il y a 40 ans, 50 ans, je n'aurais pas tenu le même discours, c'est sûr, au regard de l'évolution de la nosographie, des classifications des maladies mentales et de notre évolution, j'allais dire, sociale, sociologique et anthropologique, dans notre rapport au sexe, au sexuel, à la sexualité et à l'enfant. Pour approfondir, si vous voulez compléter cet exposé, avec un peu de lecture, sur les perversions de manière générale ici, ce petit livre chez Armand Collin, pas cher, hein, je crois qu'il a moins de 10 euros. Le que sais-je sur les perversions sexuelles de Gérard Bonnet, mais c'est uniquement sur les perversions sexuelles. Et puis ensuite des choses un peu plus larges, victimes et auteurs, sexualité et transgression.
la question de la perversion et de la perversité, bien décrite par Paul-Claude Racamier, le pervers narcissique et son complice, Alberto Heger, là aussi vous avez une sorte de bible sur la notion d'emprise et puis ensuite de complicité dans l'acte pervers, la question du narcissisme dans les perversions, et puis ici une lecture quasi anthropologique et historique sur l'évolution de la sexualité et des perversions sexuelles dans notre société au cours du XXe siècle, avec ce livre de Georges Terry Laura, qui est très intéressant. Donc vous avez ici de quoi lire le soir, tranquillement avant de vous endormir, pour pouvoir comprendre, appréhender et du coup traiter, accompagner peut-être des personnes qui présentent certains symptômes. J'évoquais la dimension historique dans la construction d'un diagnostic à partir de la naissance de la psychiatrie sur les comportements sexuels dits violents. C'était un point important adressé aux aliénistes, qui étaient les ancêtres des psychiatres, avec au début du XIXe siècle la naissance des asiles et surtout la naissance de l'irresponsabilité pénale pour un trouble mental, avec l'article 64 du Code pénal napoléonien 1810, qui précisait qu'il n'y a ni crime ni délit si le sujet est en état de démence. Et donc du coup, la démence devait être caractérisée, et en particulier en matière de crimes sexuels, les aliénistes ont beaucoup débattu avec la manie en délire, c'est-à-dire quelqu'un qui est désinhibé, agressif, qui va agresser sexuellement, avec la notion d'aliénation morale, comme si c'était juste le sens moral qui était aliéné aux troubles psychiatriques, la question de la dégénérescence morale de Morel, alors qui peut aussi entraîner des glissements assez sévères et importants du côté d'une forme d'hygiénisme. Van Krafft-Ebing, à la fin du XIXe siècle, va publier Psychopathia Sexualis, qui est le premier catalogue, si je puis dire, la première encyclopédie des troubles paraphiliques et des perversions sexuelles. Dupré, qui va évoquer le déséquilibre des différentes dimensions autour de la sexualité qui peut favoriser la réalisation d'un crime. Et puis, tout doucement, on va caractériser des personnalités pathologiques qui manifestent un trouble de la relation, qui, dans le cadre de ce trouble de la relation, peuvent exprimer des violences sexuelles versus des troubles liés à la sexualité avec les paraphilies, puis les troubles paraphiliques qui sont récemment apparus dans le paysage nosographique, c'est-à-dire des classifications des troubles psychiatriques. Avec une question simple mais efficace, est-ce que tous les auteurs de violences sexuelles sont des malades psychiatriques? La réponse est bien évidemment non. Avec des auteurs de violences sexuelles qui sont indemnes de troubles psychiatriques, des auteurs de violences sexuelles qui souffrent d'un trouble psychiatrique non spécifique, de type une psychose, un trouble bipolaire, un trouble envahissant du développement, des prises de toxiques qui favorisent la réalisation d'une agression sexuelle, des troubles de la personnalité dans le cas des troubles de la relation. Et puis nous avons des troubles psychiatriques qui sont spécifiques et qui peuvent favoriser la réalisation de violences sexuelles. Mais entendons-nous bien, c'est pas parce qu'on souffre de pédophilie qu'on va agresser sexuellement un mineur. On peut poser un diagnostic de pédophilie sans qu'il y ait de comportement sexuel problématique ou violent, sans que la personne ait agressé sexuellement un enfant ou même consommé des images pédopornographiques. En d'autres mots, lorsqu'on agresse sexuellement un enfant, il s'agit d'une agression pédosexuelle qui peut être réalisée par quelqu'un qui n'a pas d'intérêt préférentiel pour les mineurs et les enfants, mais qui par opportunité s'était saisi d'une occasion et d'une victime pour l'agresser sexuellement. La personne qui souffre de pédophilie est quelqu'un qui a un attrait sexuel, une préférence sexuelle pour des mineurs prépubères, mais qui, dès le stade de fantasme, va être préoccupé par ses pensées et va investir ces fantasmes sexuels qui impliquent des enfants, des mineurs consentants, sans agresser sexuellement un mineur. On parlera, là aussi on pourra en discuter, de pédophilie abstinente, ou sinon de personnes attirées sexuellement par des mineurs, ce qui est une tentative sur le plan sémantique de s'extraire de la stigmatisation de la pédophilie qui renvoie systématiquement à l'agression pédosexuelle. Donc on n'est pas responsable de ces fantasmes, mais on est responsable de ces actes, et du coup il va falloir en rendre compte devant la justice en cas de réalisation d'une infraction qui implique des mineurs. J'ai évoqué les enfants avec aujourd'hui une partition entre l'entrée dans la sexualité, en particulier dans le développement psychosexuel et affectif de l'enfant. On sait qu'il y a différentes étapes, avec des étapes d'autostimulation, des étapes d'interaction. On va jouer au docteur, au papa et à la maman. Et on peut identifier des comportements sexuels problématiques avant l'âge de 12 ans, entre des enfants d'âge différents, au moins 2 ans,
un garçon de 13-14 ans, une petite fille de 8 ans, avec un sentiment de honte et de gêne, une notion de secret, voire de chantage ou de menace, avec une difficulté à respecter la limite de l'autre. C'est un comportement sexuel problématique pour des mineurs avant 12 ans. Si on est après 12 ans, il faudra penser à d'autres choses, on va en discuter autour des violences sexuelles. Et puis des mineurs eux-mêmes peuvent agir des agressions sexuelles avec une notion de violence physique, voire de coercition. C'est un signal d'alarme fort pour les professionnels, au sens d'une exposition précoce inadaptée à de la sexualité ou des violences sexuelles. Autrement dit, un enfant qui présente des comportements sexuels problématiques, un petit garçon de 7 ans qui mime dans la cour de récréation une sodomisation ou une fellation, c'est qu'il a été exposé à une sexualité d'adulte, et ça, c'est une forme de violence. Donc la première violence, qui va simplement être répétée, on sait que plus l'enfant est jeune, plus il est dans le mimétisme, c'est-à-dire la répétition de ce qu'il a vu, vécu ou subi. C'est un signal d'alerte pour soigner et traiter cet enfant, qui est souvent désigné comme l'agresseur, c'est une évidence, en sachant qu'il va falloir s'occuper de la petite victime, de l'enfant qui présente ses comportements sexuels problématiques, et dans certaines circonstances, de l'environnement qui a pu favoriser, voire maintenir un système qui permette de continuer, prolonger ou répéter les violences. Donc en matière de violence en général, et en particulier de violence sexuelle, on pense toujours à la victime pour la protéger et l'extraire de ces violences. On pense à l'auteur agresseur qui, assez fréquemment, on va en reparler, a lui-même été exposé aux victimes de violences. Et on pense au système qui a pu favoriser l'émergence de ces violences ou leur répétition. Quand je parle de système, le premier système, c'est la famille. Et la violence sexuelle la plus représentée au sein des familles, c'est bien évidemment l'inceste. Et donc, du coup, il s'agit d'être clair sur ces systèmes qui peuvent favoriser finalement l'émergence et la réalisation de violences sexuelles, en particulier des organisations problématiques ou pathologiques. Et là, on parlera de climat incestueux. Les professionnels ont souvent du mal à se repérer. Voici un moyen très simple, ce que nos collègues anglo-saxons ont développé, qui s'appelle le flag system, avec des drapeaux vert, jaune, rouge, noir, qui permettent d'évaluer 6 dimensions. Vous avez les références. Si vous êtes professionnel de la petite enfance, c'est très très utile, avec une idée simple, c'est de compléter ce tableau en pluriprofessionnel, pluridisciplinaire, c'est-à-dire à plusieurs. La règle d'or en matière de situation difficile, c'est de jamais rester seul, et c'est de se mettre à plusieurs pour réfléchir. Et pour compléter ce petit tableau, il faut se mettre à plusieurs. Chez l'adolescence, c'est encore plus compliqué, puisque la période de l'adolescence, c'est une période de turbulence, avec l'entrée dans la sexualité, j'allais dire réelle et agie, avec aujourd'hui beaucoup d'adolescents qui ont vécu le Covid, qui sont connectés, hyper connectés et en interaction sur les réseaux sociaux et Internet, qui découvrent la sexualité via la pornographie, avec ensuite, de manière paradoxale, un script normatif proposé de pornographie, qui est très très finalement normé en fonction du type de pornographie que vous allez consommer, et qui va favoriser un apprentissage dysfonctionnel de la sexualité. On peut distinguer différents types de comportements qui impliquent des interactions à connotation sexuelle chez l'adolescent, avec là aussi des comportements dits harmonieux dans les étapes du développement psychosexuel et affectif de l'adolescent, des comportements qui nécessitent une surveillance, des comportements qui nécessitent une intervention au sens d'un soutien éducatif, sexologique, et c'est très intéressant de proposer des séquences d'éducation biaffective et sexuelle ou des thérapies du côté des sexologues pour aider les adolescents qui sont en difficulté avec l'entrée dans la sexualité ou des interactions sexuelles problématiques. Et puis ensuite, bien évidemment, des agressions, des violences caractérisées qui nécessitent une réponse juridique pour pouvoir interrompre, mais s'il vous plaît, aussi soigner. Chez l'adulte, c'est lorsqu'il y a une confusion des classes et des espaces dans des formes d'exclusivité de la relation entre l'adulte et l'enfant, avec des recherches de contact affectif, physique, des relations d'emprise autour de la séduction, de l'autorité, de la manipulation, qu'il y aura des agressions sexuelles sur des modalités d'inceste ou pas. Voici 2 références cinématographiques, puisqu'on vient de terminer le Festival de Cannes, Les Chatouilles et Slalom. L'idée des adultes, là, c'est de pouvoir finalement identifier ces adultes qui n'occupent pas leur place d'adulte, qui sont en difficulté dans la relation et les interactions,
avec pour l'enfant un conflit de loyauté, et avec des difficultés en particulier dans le cas des violences sexuelles qui commencent très tôt pour l'enfant de prendre conscience que finalement il est en train de subir une violence, ce que Summit, qui était un pédopsie américain, appelait le syndrome d'accommodation, avec des enfants qui, victimes très tôt, vont comprendre très progressivement qu'ils sont dans une forme de relation morbide, mortifère et délétère, et qui au moment de l'adolescence vont révéler l'effet d'inceste, puis se rétracter. Ça fait partie des 5 ou 7 étapes du syndrome d'accommodation décrit par Summit, avec ces adolescentes, le plus souvent, qui après la révélation se rétractent, ce qui met en difficulté les professionnels. Mais lorsqu'on a compris finalement la dynamique, avec la tentative pour la victime qui a été extraite de la famille de retrouver une place, parce qu'elle se sent punie, comme dans les systèmes de harcèlement scolaire, où la victime est exfiltrée de l'établissement. Cette victime qui se sent punie et trouve particulièrement injuste finalement le traitement qui lui est proposé, va demander à réintégrer à partir de la rétractation sur les accusations de viol ou d'agression sexuelle incestueuse. Donc voici des éléments très très généraux et génériques pour essayer d'identifier cette répartition des auteurs d'agressions sexuelles chez l'adulte entre des agresseurs sexuels qui peuvent présenter des troubles pédophiliques ou d'autres troubles paraphiliques, des personnes adultes qui présentent un retard mental et des carences sur le plan justement de la gestion de l'excitation sexuelle et des filtres, et puis des troubles psychiatriques non spécifiques, on en a parlé, et puis on a des adultes qui vont agresser sexuellement des mineurs ou des majeurs sans troubles psychiatriques caractérisés. Du côté des enfants et des adolescents, il y a un vaste champ qui est assez flou sur la question des étapes de développement psychosexuel et affectif, et puis ensuite les comportements sexuels problématiques, avec un risque, à partir des comportements sexuels problématiques, de rentrer dans des troubles paraphiliques et la répétition des violences agit et subit. Donc on est sur 2 modalités, troubles de la relation, troubles de la sexualité. Je vais aller assez vite sur les troubles de la relation, on pourrait en discuter un bon petit moment, pour vous proposer des grands repères autour, par exemple, de la classification américaine de DSM, qui propose de regrouper les troubles de la personnalité en 3 clusters, A, B et C, avec certains troubles de la personnalité qui vont faire écho, en particulier antisocial et narcissique, qui sont plus à même de mettre en œuvre des interactions pathologiques et d'abuser finalement de leurs victimes ou des personnes avec lesquelles ils interagissent. Juste pour insister sur la dimension, j'allais dire, culturelle du diagnostic, pour les Américains, on parlera plutôt de troubles de la personnalité de type antisocial, avec dans le premier critère diagnostique l'incapacité à se conformer aux normes sociales, alors que du côté de la CIM, qui est la classification de l'Organisation mondiale de la santé, qui fait référence à une vision plutôt européenne des troubles de la personnalité, il s'agit plutôt d'une indifférence avec une incapacité à maintenir des relations et une propension à fournir des justifications et des excuses. Simplement, c'est encore une fois un moyen de vous illustrer ces petites subtilités culturelles autour de l'appréhension d'un trouble de la personnalité, antisocial ou dissocial, anti contre, dis, une espèce de variation de la norme autour du respect des règles et de la norme sociale. Enfin, le trouble de la personnalité narcissique qui finalement cache le sujet avec des aménagements pervers, et on va voir que la question de la perversion, de la perversité, renvoie à des éléments plus psychopathologiques que nosographiques. Dans les classifications, on est sur une approche plus catégorielle, on a essayé d'enrichir sur le plan dimensionnel, alors que dans une approche plus psychopathologique, on va pouvoir rendre compte de la dynamique de la relation entre la victime et l'agresseur. Sur le plan psychopathologique, 3 personnalités, que j'appelle moi les 3 P, le paranoïaque, le pervers et le psychopathe, qui mettent en place des interactions très très pathologiques qui favorisent toutes les violences, y compris les violences sexuelles. Le paranoïaque, dans la nosographie classique, il est caractérisé par des éléments diagnostiques. On ne va pas insister sur la personnalité paranoïaque, retenez simplement qu'il est psychorigide, c'est le tyran domestique à la maison, il est dans le contrôle, et l'autre est sa propriété. Donc comme l'autre est sa propriété, il a envie d'une relation sexuelle, ou du moins d'une interaction sexuelle, voire de sexe, puisque l'autre n'existe plus, comme c'est sa propriété, il va consommer.
Donc c'est le conjoint, tyran domestique, violent, qui dans certaines cultures, en s'appuyant sur un système patriarcal, où la femme n'est qu'un objet, une propriété de l'homme, va finalement agir des violences sexuelles au sein du couple. Au cœur du paranoïaque, on retrouve la méfiance, la réticence, la surestimation de soi, la psychorigidité, la fausseté du jugement. Ce sont les éléments psychopathologiques qui caractérisent la personnalité paranoïaque. Alors, méfiez-vous, c'est pas parce que vous avez un critère que vous êtes parano. Donc attention à ce phénomène naturel de projection-identification. Je vais énoncer des éléments qui constituent sur le plan psychopathologique des organisations de personnalité chez les êtres humains, et il se peut que ça fasse écho simplement sur certains items, hein, d'accord? Et puis après, si vraiment vous matchez pour tous les items, vous avez les coordonnées, on pourra vous avez un rendez-vous. Mais détendez-vous s'il vous plaît, d'accord? Le psychopathe. On est toujours dans la psychopathologie, avec la question anti-10, mais je l'ai déjà énoncé, la dimension culturelle des Européens autour de la norme, versus des Américains dans une perspective plus morale, en disant qu'ils viennent systématiquement transgresser la norme, avec dans les représentations sur le plan épistémologique, d'un côté des troubles de la personnalité, de l'autre côté des comportements antisociaux, qui ne sont pas tous le fait de personnalités antisociales. Donc on a des violences, et 8 à 9 fois sur 10, les violences sont exercées par des gens qui n'ont pas de problème psychiatrique, depuis les violences éducatives jusqu'aux violences routières. Et puis ensuite, au milieu, effectivement, on a des troubles de la personnalité qui présentent des comportements antisociaux, avec nos personnalités antisociales ou dissociales. Et puis ensuite, ces aménagements psychopathiques, mais qui font référence à ces 4 dimensions dans l'échelle qui a été construite, structurée, proposée par R, qui était un psycho-américain, H-A-R-E. PCLR, c'est la psychopathie checklist révisée, ou échelle de R, avec ces 4 dimensions qu'on va coter sur une échelle, les relations interpersonnelles, le style de vie, les relations affectives, puis les comportements antisociaux. Et si on a un score avec un cutoff, c'est-à-dire au-delà de 30 sur 40, on pourra affirmer que ce sujet présente une psychopathie sur le plan psychopathologique. La psychopathie, comme la perversion, n'est pas un diagnostic psychiatrique au sens catégoriel et nosographique du terme. Donc attention, on est dans la psychopathologie, sauf que ça nous aide à comprendre finalement comment fonctionne le sujet, en sachant que s'il est en permanence dans la surestimation, la tendance au mensonge, s'il est impulsif, s'il a réalisé déjà beaucoup de violence, qu'il n'a pas de remords et pas d'empathie, quand il a envie de sexe, il prend. Et donc du coup, ça vient éclairer, et pas excuser, j'insiste, ça vient éclairer comment finalement ce sujet a mis en œuvre des violences, en particulier des violences sexuelles, sur un type de victime. Après le parano, après le psychopathe, le pervers. On distingue la question de la perversion, de la perversité, de notre îlot pervers infantile, avec des difficultés à appréhender ces différents niveaux. Je ne vais pas avoir le temps de tout dérouler, je pense qu'il faudrait 1 heure ou 2, et vous irez lire pour pouvoir différencier à la fois Racamier et Gérard Bonnet autour de ces notions. Mais très simplement, du côté de la personnalité, puisque j'ai évoqué sur le plan psychopathologique le paranoïaque, le psychopathe et le pervers, le cœur du pervers, c'est cet acrostiche au feu, avec absence d'empathie, l'utilisation d'autrui, la froideur émotionnelle et affective et l'égocentrisme, qui va se décliner du côté du pervers de caractère avec le déni de la victime. C'est pas vrai, elle n'est pas victime, c'est plutôt moi qui suis victime de ces allégations et de ces accusations. Des notions de contrôle et d'emprise sur sa victime, et une petite dimension sadique qui apparaît avec du plaisir, de la jouissance, de la souffrance imposée sur sa victime. Avec la nécessité du coup d'avoir un feedback sur est-ce qu'elle a mal ou pas. C'est par exemple le contrat pervers dans le film Saw, S-A-W, qui est un film d'horreur qu'adorent les plus jeunes, où il y a des victimes qui sont prises dans des pièges, et à chaque tentative de s'extraire du piège, elles aggravent leur situation. Et le pervers est spectateur et jouit finalement d'un scénario qu'il a déjà préétabli, connaissant par anticipation la décision de la victime pour s'extraire du piège. À chaque fois, il va aggraver comme ça sa situation dans un contrôle sadique de la victime. Donc ça, c'est le pervers de caractère, décrit par les classifications européennes, classiques, sur le plan psychopathologique depuis le 19e siècle.
Les pervers sexuels, il s'agit d'investir la perversion ou la perversité dans le champ de la sexualité avec une excitation sexuelle lorsque l'objet de jouissance est réduit justement à l'état d'objet en partant d'un sujet désirant d'une relation sexuelle. On va le réduire et le transformer en objet, mettre une cagoule, des menottes, ça devient juste un objet de jouissance du pervers sexuel. Mais un enfant sous emprise, ça devient aussi juste un objet, surtout s'il est fasciné dans une relation d'emprise. Donc le pervers sexuel va d'abord transformer le sujet en objet, puis va jouir sur le plan sexuel dans des interactions plus ou moins génitaliques. Enfin, le pervers narcissique, très à la mode, qui lui va siphonner le narcissisme de sa victime, qui la dénigre et la discrédite, dans une forme aussi de victimisation. Vous vous rendez compte, elle m'accuse, vous vous rendez compte, docteur, elle dit que je la bats, mais je suis trop fatigué le soir quand je rentre du travail, donc je lui demande de ne pas toute seule. Ça, c'est du vécu. Et ensuite, souvent, une assise sociale importante, ce qui protège en partie le sujet de certaines poursuites ou discrédite encore plus des victimes qui n'ont pas d'assise sociale et qui, du coup, ne seront pas crédibles. Donc, sur le plan psychopathologique, on envisage ces différentes organisations de personnalité en sachant qu'elles peuvent se mixer. On peut avoir des éléments de perversion du côté du pervers narcissique avec des jouissances du côté de scénarii sexuels pervers. Au cœur des 3 P, déficit d'empathie, égocentrisme, manipulation, domination, absence de culpabilité, ce qui permet d'enfermer dans une relation la victime, avec ensuite des déclinaisons en fonction des aménagements paranoïaques, psychopathiques ou pervers, plus ou moins défensifs. Et on peut mixer le paranoïaque avec des aménagements pervers sur le plan psychopathologique, ce qui va entraîner des fonctionnements très problématiques avec des personnes dangereuses au sens d'une capacité morbide et mortifère sur des victimes silencieuses. Puisque les victimes sont sous emprise, elles restent silencieuses. Donc comprenez bien que c'est dans la dynamique finalement de la violence que la victime va se retrouver enfermée dans le secret et va être maintenue dans son statut de victime, soit parce qu'elle est terrorisée, le tyran domestique parano, le psychopathe violent ou le pervers avec la relation d'emprise. Donc attention à ne pas sous-estimer la parole de la victime quand elle arrive à s'extraire finalement de cette relation d'emprise et dire la violence qu'elle subit, et ensuite aux réactions du paranoïaque, du psychopathe ou du pervers. Si vous maintenez la victime qui a manifesté, exprimé les violences qu'elle subit, ce personnage, auteur d'agression, agresseur, va aggraver l'emprise pour réenfermer la victime dans le silence. Donc attention à bien comprendre cette dynamique entre victime et auteur, entre un enfant en demande d'amour et d'affection et un adulte qui viendrait lui donner du sexe, en sachant que les deux vont participer d'un silence, la victime sous l'emprise avec de la culpabilité et de la honte, l'agresseur dans ce besoin de contrôle en lien avec sa personnalité. On est souvent en difficulté lorsqu'il y a dans une famille des proches la question de l'épouse, du père incestueux, savait-elle ou pas. On a toujours des difficultés à comprendre ce qui s'est passé dans des systèmes plus ou moins pathogènes ou pathologiques, mais on sait qu'à l'issue des révélations, la culpabilité est partagée. J'évoquais en introduction l'importance de traiter la victime, de traiter l'agresseur, l'auteur, sinon lui va continuer d'aller agresser ailleurs. On a longtemps fait comme ça, Il y avait des victimes, il y avait un agresseur. Pour que ça s'arrête, on ne protégeait pas tellement la victime, on éloignait l'agresseur. Donc on allait envoyer un prêtre, un instituteur, un professionnel de la petite enfance, très loin de l'autre bout de la France, pour pouvoir faire cesser les violences. Ce qui n'arrange rien, puisque l'agresseur continue d'agresser. Donc on doit traiter la victime, on doit traiter l'auteur, et puis, si le système est pathogène, on va s'interroger sur le système qui a pu participer à la réalisation de ces violences, avec la nécessité de faire de la haute couture et du sur-mesure dans cette hétérogénéité des différents profils et des scénarios. Roland Coutenceau, qui est expert psychiatre au pénal, a tendance à polariser les choses de cette façon. On a d'un côté des psychotiques qui agressent, beaucoup sexuellement. De l'autre côté, on a des pervers, j'ai évoqué ces aspects-là. On a des psychopathes qui, dans leur impulsivité, vont aller au contact des victimes. Et puis ensuite, on a des parents incestueux, dits névrotiques, immatures et narcissiques,
qui, d'un point de vue de la relation et de l'interaction, ont besoin d'aller siphonner le narcissisme de leur victime jusqu'à leur intimité, ce qui est quand même un assassinat psychique. Hein. D'aller agresser sexuellement son enfant, c'est un assassinat psychique. Et donc, du coup, ça va être très compliqué et difficile pour l'enfant de pouvoir se reconstruire. Mais cet adulte qui agresse, il va falloir aussi s'en occuper et traiter parfois des troubles psychiatriques et des failles. Je bascule du côté des troubles de la sexualité. On va ouvrir un chapitre autour des notions de paraphilie et de troubles paraphiliques. Donc je ne suis plus dans le trouble de la relation, je suis dans un trouble de la sexualité, des relations, des interactions, du développement psychosexuel et affectif qui va favoriser la réalisation de violences. Sur le plan étymologique, para signifie à côté, philo c'est amour, donc c'est celui qui aime à côté de la plaque. C'est l'idée d'un intérêt sexuel intense et durable qui dépasse la stimulation génitale habituelle, des caresses préliminaires avec des partenaires humains consentants, c'est-à-dire qu'on va impliquer soit des objets autour du fétichisme, soit des personnes non consentantes, soit des comportements violents. Par exemple, le sadomasochisme, c'est une paraphilie. Ça n'est pas interdit, le sadomasochisme, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous donner rendez-vous pour aller vous faire taper dessus nu ou vous faire pénétrer par des sextoys de manière librement consentante. Ce qui nous intéresse et ce qui nous interroge beaucoup sur le plan psychopathologique, c'est comment certaines personnes vont entrer dans cette modalité d'interaction sexuelle avec une confusion entre douleur et plaisir jusqu'à se mettre en danger. En sachant que les paraphilies, dans la CIM, aujourd'hui on est à la 11e version, sont définies par l'ensemble des troubles sexuels caractérisés dès le stade de fantasme ou avec des pratiques déviantes, inhabituelles ou bizarres, et susceptibles de perturber les relations à autrui. C'est une impulsion qui est persistante, puissante et incontrôlable, qui peut impliquer, je vous l'ai dit, des objets inanimés, dans le cas du fétichisme, du transvestisme, de l'humiliation de la douleur, dans le cas du sadomasochisme, et des enfants ou des partenaires non consentants, en particulier dans le cas de la pédophilie ou du frotteurisme. Le frotteurisme, ça consiste à venir se frotter contre des personnes qui ne sont pas consentantes, éventuellement se masturber, en sachant qu'il y a des moments qui favorisent ces agressions sexuelles, comme le 14 juillet, dans le noir, tout le monde qui regarde très haut, soit une lumière face à une cathédrale avec une toute petite place, où les gens sont très serrés, un métro bondé pendant le JO, donc tout le monde est très très serré, vous avez un contact physique non consenti avec une pression sensorielle plus ou moins importante, et donc certaines personnes vont se frotter, vont mettre leur sexe en érection, et éventuellement vont se masturber à l'insu des autres personnes. Dans le DSM et dans la CIM, on a introduit une notion supplémentaire autour de la souffrance liée à la paraphilie. On a introduit la notion de trouble paraphilique pour insister à l'association avec la paraphilie d'une souffrance cliniquement significative liée à la paraphilie. Donc quand vous avez paraphilie plus souffrance liée à la paraphilie, on va parler de trouble paraphilique. Et on va retrouver nos différents troubles, comme dans les paraphilies, avec quand même beaucoup de choses qui viennent enrichir cette notion. Par exemple, dans le trouble pédophilique, il peut être caractérisé, j'insiste, avant une agression et en l'absence d'infraction, c'est-à-dire qu'on peut souffrir d'un trouble pédophilique sans jamais réaliser une infraction pédosexuelle, sans jamais consommer une image pédopornographique ou agresser sexuellement un mineur. Globalement, la pédophilie, c'est une attirance sexuelle, voire une préférence sexuelle exclusive pour des mineurs prépubères, lorsqu'on est âgé de plus de 15 ans, avec une différence d'âge d'au moins 5 ans entre le sujet et son objet sexuel, qui dure depuis plus de 6 mois, dès le stade de fantasme, j'insiste. Si cette attirance sexuelle est à l'origine d'une souffrance, on parlera de trouble pédophilique. Et pédophilique, si le trouble pédophilique entraîne une souffrance importante et une opposition aux valeurs du patient, on parlera de pédophilie, trouble pédophilique égodystonique, homo, hétéro, bisexuel en fonction du sexe de l'objet de préférence sexuelle, avec ou sans violence, plus ou moins associé à d'autres troubles paraphiliques. Et sur le plan clinique, tout ceci va nous permettre de caractériser le pronostic, voire le type d'attirance sexuelle pour des mineurs prépubères en fonction de l'âge, c'est-à-dire que pour des enfants très très jeunes, des bébés,
on parlera de nécrophilie. Ensuite, pour des enfants prépubères avant 5-6 ans, on parlera d'infantophilie. La pédophilie concerne vraiment la tranche d'âge 6-7 jusqu'à, en fonction du sexe et du phénotype, hein, c'est-à-dire du caractéristique sexuel, 10-11 ans, maximum 12 ans. Ensuite, on parle d'hébéphilie, puis chez des jeunes adultes, d'éphébophilie, hein, en sachant que vous savez que la majorité, c'est à partir de 18 ans, et qu'on considère qu'avant 15 ans, les mineurs ne sont pas en capacité de consentir à une relation sexuelle avec un plus grand. Donc on pourra en discuter si vous voulez, mais l'idée principale, c'est que les mineurs, en particulier avant 15 ans, ne sont pas en capacité d'avoir une relation sexuelle, et ça c'est souvent une projection de l'adulte sur le mineur, cette notion de relation sexuelle. Dans les paraphilies, les troubles paraphiliques, il n'y a pas de limite à l'imagination, on en apprend malheureusement quasiment tous les mois. La zoophilie lorsque ça implique des animaux, l'acomoklitisme, une forme de fétichisme du pubis glabre qui se retrouve chez pas mal de sujets pédophiles, la nécrophilie quand il s'agit de cadavres, la clismophilie avec copro-urophilie associée très souvent lorsqu'il s'agit d'une forme de fétichisme. Le plus souvent, ce sont des hommes âgés qui payent des jeunes femmes blondes avec un accent de l'Est pour se faire laver et la chromosomophilie, c'est des relations sexuelles avec des personnes amputées, etc., etc. Les troubles paraphiliques concernent principalement les personnes de sexe masculin, mais pas que. Le sexe ratio est inversé dans le masochisme, hein, alors qu'on est dans un sexe ratio 9:1 environ. Dans le masochisme, ce sont le plus souvent des personnes de sexe féminin, ce qui renvoie à la question quand même du psychotrauma et de la violence subie avant d'entrer dans ces sexualités problématiques. Et la question sociale, finalement. Ici, vous avez un petit article de presse concernant une victime qui était un poney, une petite ponette, qui était agressée sexuellement par le voisin un petit peu âgé, un septuagénaire, et le septuagénaire avait été condamné à verser 6 215 € de dommages et intérêts au propriétaire de l'animal. À l'époque, les animaux étaient considérés comme du mobilier, et donc on dédommageait le propriétaire. Aujourd'hui, les animaux sont considérés comme des êtres vivants doués de sensibilité, et donc probablement que leur statut juridique va évoluer, et qu'on aura des enjeux juridiques autour des interactions sexuelles interespèces dans les années à venir qui seront très intéressants. Là, ici, sciatique soignée par cunnilingus. Il s'agissait de patientes qui allaient en consultation chez un médecin généraliste, qui était un faux médecin, qui les installait en position gynécologique sur la table d'examen. Elles avaient des douleurs rebelles et il réalisait un cunnilingus. Donc la patiente était sidérée, donc ça agit la sidération sur les circuits de la douleur, hein. Donc forcément vous êtes déconnecté, donc ça fait un peu moins mal sur le plan cérébral et neurologique. Mais ces personnes ont pu déposer plainte avec beaucoup de courage. Il y avait 3 victimes, mais je pense que ce faux médecin a fait des dizaines de victimes. Et ces victimes, dans le sentiment de honte et de culpabilité, qui avait été sidéré quand même par ce monsieur qui se faisait passer pour un médecin, mais avec l'autorité médicale, elle s'était soumise dans une relation d'emprise sociale à cette personne qui venait réaliser le cunnilingus sans leur consentement, bien évidemment. Je pense qu'il y a eu des dizaines de victimes et seulement 3 qui ont pu aller jusqu'à un procès, et ce monsieur a été condamné. Les femmes aussi. Ici, une mère de famille qui séduisait des ados sur Internet. Effectivement, les femmes aussi, grâce ou à cause d'Internet, peuvent se faire passer pour soit des très jeunes et venir piéger dans le cadre du grooming des jeunes ados excités sur Internet, soit carrément se faire passer aussi pour des garçons. Donc tout est possible, tout le temps, et Internet permet d'envisager encore plus de choses. Avec des difficultés, ici un dossier plus récent, local. Un couple était poursuivi devant le tribunal de Béziers pour détention d'images pédopornographiques, et en saisissant le disque dur et l'ordinateur du couple, ils ont été stupéfaits de trouver des images de madame qui avait une relation, une interaction, ou du moins un comportement sexuel avec le chien. Donc le chien César, qui était considéré comme une victime des jeux sexuels du couple. On peut considérer ce scénario comme du candolisme. Monsieur est excité à l'idée de voir sa compagne, son épouse, son conjoint avoir une relation sexuelle avec un tiers. Et là, il s'agissait d'un candolisme zoophilique, puisque c'était César qui avait la relation sexuelle avec madame. Donc vous voyez que c'est assez compliqué, y compris ensuite de comprendre l'organisation du système, du couple, voir là ici la question de la victime lorsqu'il s'agit d'un animal, dans ses interactions sexuelles problématiques. Mais
aux animaux, on peut substituer des robots, avec aujourd'hui des robots sexuels qui peuvent prétendre à un certain nombre de choses, et donc du coup être des objets comme des poupées. À l'époque, il y a longtemps, on utilisait des poupées gonflables. Aujourd'hui, grâce à la technologie, vous avez ici Roxy, le premier robot sexuel présenté à Dallas en 2005 au salon de l'érotisme, qui aujourd'hui existe. Il y a 11 modèles différents, avec de l'IA, de l'intelligence artificielle, avec des robots qui transpirent, qui parlent, qui interagissent, ce qui peut quand même donner des choses compliquées, des profils sur le plan, j'allais dire, psychique de ces robots, plutôt revêches. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on est très proche, finalement, de scénarios pervers ou du moins paraphiliques, avec des objets qui sont des représentations humaines très proches de la réalité, ce qui peut favoriser les dérapages. Ici, les championnats du monde de air sexe, c'est comme le air guitare, mais on va mimer des interactions sexuelles. Ici, ce monsieur qui avait un blog et qui exposait son intimité au sens du quotidien, il n'y avait même pas de relation sexuelle, avec sa poupée qui est une love doll. Ici, des sextoys qu'on peut partager pour faire de la télédidonique haptique sexuelle. Monsieur montre cette partie à madame, il va contrôler ça avec son téléphone portable, et madame va donner cette partie à monsieur, et elle va contrôler ça avec son téléphone portable pour des vibrations, des sensations. Ça, je n'ai pas mis la marque, mais c'est Zeus et Hera au hasard. Vous allez pouvoir, comme ça à distance, avoir des interactions sexuelles qui sont commandées par téléphone portable. Et le Covid, la pandémie de Covid, a fait exploser le business des space toys comme ça à distance. Et puis ensuite, vous avez la réalité augmentée aussi avec des petits scénarios sexuels. Ici, vous avez une escorte et un jacuzzi. Et donc, du coup, le business du sexe standard, porno et paraphilique a de l'avenir. Avec le développement des nouvelles technologies, on aura probablement des nouveaux comportements sexuels problématiques et des nouvelles perversions. Pour terminer, quelques pistes thérapeutiques. Pour vous dire qu'on a des guidelines, on a un référentiel pour soigner, accompagner et traiter toutes les personnes qui présentent des comportements sexuels problématiques ou des violences sexuelles ou des troubles paraphiliques en France, avec des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, avec l'Association mondiale de psychiatrie biologique, et puis on avait mis à jour avec une audition publique organisée en 2018 des aspects d'évaluation, de prise en charge et de prévention des auteurs de violences sexuelles. Ça concernait les majeurs, et il y a une audition publique qui est en préparation concernant les mineurs pour l'année prochaine, auteurs et victimes de violences sexuelles. Pour pouvoir soigner des auteurs de violences sexuelles, en tant que professionnel, qu'on soit conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, qu'on soit éducateur, qu'on soit psychologue, infirmier ou psychiatre, il s'agit d'être clair déjà avec sa propre sexualité, le cadre de l'intervention pour ne pas se retrouver coincé, bloqué, sous l'emprise d'un pervers auteur de violences sexuelles. Et c'est la raison pour laquelle on va s'appuyer beaucoup sur le cadre. On se voit ici parce que vous êtes un patient, parce que vous avez été adressé après une condamnation ou pas, pour pouvoir envisager une réponse à des comportements sexuels problématiques ou des violences sexuelles, de garder et maintenir cette écoute empathique et d'analyser son contre-transfert, c'est-à-dire tous les mouvements affectifs, émotionnels, psychiques qui concernent le professionnel, dirigés vers le patient, le condamné, l'agresseur sexuel, pour éviter de se laisser emporter dans la fascination, la séduction, ou être terrorisé, parce que tout simplement, ce qu'on entend, on n'est pas en capacité d'entendre. Donc il y a des situations au cours desquelles on peut être sidéré, on peut être fasciné. J'ai plein de situations où le patient est hospitalisé suite à une tentative de suicide. On apprend qu'il venait d'être inculpé dans une série d'agressions pédosexuelles. Le premier jour, dans le bureau de l'hospitalisation, il est avec le psychiatre et un infirmier. Il commence à évoquer des interactions sexuelles avec un mineur. Le lendemain, il y a l'étudiante, il y a l'assistante sociale. Et au bout de 4-5 jours, il y avait 8 à 10 personnes dans le bureau qui étaient complètement sidérées ou fascinées face à un pervers qui venait exposer comme ça les violences sexuelles qu'il avait fait subir à différents mineurs sans que personne s'aperçoive de la relation d'emprise qui venait d'instaurer. Donc il s'agit d'être très très clair, encore une fois, sur ce qui se joue et ce qui se noue dans la relation et la rencontre, avec un cadre
qui est proposé sur le plan juridique et judiciaire depuis la loi du 17 juin 1998, dans le cadre de l'injonction de soins, avec un médecin coordonnateur qui va superviser la prise en charge d'une personne placée sous main de justice, un praticien traitant, psychologue ou psychiatre qui est en première ligne au contact de la personne condamnée à une injonction de soins, et le médecin coordonnateur va remettre un rapport annuel au juge de l'application des peines pour rendre compte de l'évolution du patient ou du patient sous main de justice. Donc on rencontre le sujet dans ce cadre-là, avec des repères, avec des règles dans la prise en charge qu'il s'agit de respecter. Les centres ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles sont aussi les moyens de vous aider en matière de supervision, intervision, formation, recherche, mais aussi de prévention, dans tous les domaines, dans tous les champs professionnels, de la petite enfance au médico-social, en passant par le champ judiciaire et ou carcéral. Et donc ici, à Montpellier, on a un CRIAS, qui est le centre ressources pour les intervenants auprès d'auteurs de violences sexuelles en Languedoc-Roussillon, avec la possibilité d'organiser des choses, des formations sur site, des supervisions. Il y a une fédération française des centres ressources, donc où que vous soyez, la Fédération française des centres ressources propose justement de l'aide, du soutien et de vous référer à votre centre ressources de référence. Et donc ici, on sera à même de vous aider sur la partie est du Languedoc-Roussillon, avec une équipe qui est localisée sur Tuire aussi, pour intervenir sur la partie ouest du Languedoc-Roussillon. En matière de prévention, pour terminer, on a évoqué des troubles paraphiliques et des paraphilies qui relèvent d'une prévention secondaire ou tertiaire en fonction de la mise en œuvre de comportements violents sexuels. Et là, les CRIAS sont là pour aider les professionnels qui soignent et soutenir la démarche. À Montpellier, on a une file active d'environ 400 patients, plus de 2000 consultations ambulatoires en milieu ouvert et là aussi près de 2000 consultations en milieu fermé puisqu'on intervient en prison, en milieu carcéral. On propose de la ressource en prévention secondaire pour toutes les personnes attirées sexuellement par des mineurs ou en difficulté avec cette question, avec un numéro d'appel national, anonyme et non surtaxé, de 0806 23 10 63. Et puis enfin, on a mis en place une boîte à outils de prévention universelle à l'adresse et à l'attention des mineurs, dès l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, pour renforcer les facteurs de protection et réduire les facteurs de risque des enfants et des mineurs autour de la question des violences sexuelles et sexistes. Donc on a des propositions à tous les niveaux, avec du côté des soins, des traitements qui permettent de réduire la libido, comme les traitements freinateurs de libido. Je vais parler que de ces médicaments-là très rapidement, parce que ces médicaments ont l'indication sur les auteurs de violences sexuelles avec une primo-prescription qui doit relever d'un psychiatre. C'est-à-dire que les psychiatres sont les seuls compétents sur le plan juridique pour initier le traitement. Le seul problème, c'est qu'ils ne le savent pas et qu'ils n'utilisent pas ces médicaments chez des personnes qui relèveraient d'une indication. Quelles sont ces indications? Du côté des fantasmes et de certaines compulsions, des comportements sans impact sur l'activité sexuelle, on propose des psychothérapies et plutôt des thérapies cognitivo-comportementales qui agissent sur les schémas de pensée. Ensuite, s'il y a un impact mineur avec un envahissement et des compulsions, on va utiliser des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, c'est-à-dire des antidépresseurs, à des doses élevées, aux mêmes doses que dans les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Et donc, du coup, on va traiter les patients comme des obsessionnels, comme des personnes qui souffrent de TOC, sauf que le contenu est à caractère sexuel, et ça permet de retrouver un peu de sérénité, de réduire l'angoisse et de réduire le risque de dépression. Ensuite, s'il y a un impact sur l'activité sexuelle, avec des paraphilies mises en œuvre, en scène et en acte, on va utiliser l'androcure, qui est un traitement freinateur de libido d'action périphérique, l'acétate de cyprotérol, qui va permettre de réduire les taux de testostérone circulant, en associant toujours une psychothérapie. L'androcure va agir sur la dimension quantitative de l'appétit sexuel en réduisant la libido. Et en psychothérapie, on va agir sur la dimension qualitative, c'est-à-dire la préférence sexuelle, le trouble paraphilique, pour pouvoir justement aider le patient à réinvestir un choix d'objet sexuel qui puisse favoriser des interactions sexuelles librement consenties, épanouies. En résumé, quand on explique aux gens, plutôt que d'aller vers un enfant qui est dans l'incapacité de consentir et qui n'y connaît rien, aller vers un adulte consentant, ça sera beaucoup plus riche, ça sera beaucoup plus sympathique et vous allez vous amuser beaucoup plus.
Et si effectivement on prend le temps, on se propose, de réduire le pic d'envahissement psychique, d'excitation, avec un traitement freinateur de libido, 2, de mettre en place une psychothérapie qui permette au sujet de réinvestir d'autres choix d'objets sexuels, à la fin, ça finit bien. Et les gens sont beaucoup plus heureux comme ça, il y a moins de victimes, il n'y a plus la nécessité d'exercer des violences, et du coup, on peut réinvestir une sexualité sympathique et harmonieuse avec des personnes en capacité de consentir. En fonction du niveau de gravité, on va utiliser des doses plus importantes de médicaments, voire une injection tous les trimestres d'un médicament qui agit au niveau central, la triptoréline, le salvacil, une injection tous les 3 mois, ce qui garantit l'observance. Et puis ensuite, lorsqu'il y a des paraphilies sévères et résistantes, avec du sadisme, on met la totale, androcure salvacil, des ISRS, et puis on ajoute parfois des médicaments antipsychotiques qui permettent de réduire finalement le risque de violence physique. Sur le traitement freinateur libido, je ne vais pas insister. Un traitement d'action périphérique, un traitement d'action centrale. Il faut que le prescripteur maîtrise les indications et les modalités de prescription. Il y a un bilan pré-traitement. Il y a une surveillance qui est biologique, une imagerie nécessaire et un consentement par écrit. Et puis ensuite, c'est 3 à 5 ans de médicaments avec une psychothérapie qui va le plus souvent être prolongée au-delà de la durée du traitement pharmacologique. Sur la question de la guérison. Qu'est-ce que la guérison? Est-ce que c'est retour à l'état antérieur? Sûrement pas, puisque l'état antérieur était catastrophique. Et donc, systématiquement, dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles, on envisage la guérison comme une réappropriation de la sexualité et une nouvelle proposition. C'est quand Guillaume, qui disait dans son livre Le normal et le pathologique, aucune guérison n'est retour à l'innocence biologique. Guérir, c'est se donner de nouvelles normes, parfois supérieures aux anciennes. Et c'est ce qu'on fait au quotidien auprès de ces sujets, dans un cadre identifié et repéré et partagé avec différents acteurs, après qu'un expert ait pu être favorable, dans le cadre d'une expertise psychiatrique pénale, à une injonction de soins, puisque l'injonction de soins ne peut être prononcée qu'après l'avis d'un expert, dire oui, non, et le juge décidera. L'injonction de soins, quand elle est prononcée, elle permet cet encadrement, cette triangulation, dans un cadre établi, formel, étayé, socio-médico-judiciaire. Donc pour les sujets pervers, c'est sûrement le meilleur moyen, encore une fois, pour accompagner, étayer des personnes qui n'ont rien demandé. Donc des personnes qui ne veulent pas de soins. Je vous demande un instant. Oui? Donc du coup, il s'agit de pouvoir identifier ces différents gradients à partir d'un refus. Comment est-ce que le sujet qui vous rencontre, finalement, va pouvoir mettre en place quelque chose de l'ordre d'un soin? Il n'a rien demandé. Qu'est-ce qui vous amène le juge? Je n'ai pas demandé de soin. Est-ce que vous acceptez qu'on prenne 5 minutes pour comprendre la situation? Ok, je vous fais cette concession. Est-ce que vous acceptez qu'à l'issue de l'entretien, on se redonne un rendez-vous si on estime que c'est nécessaire? Ok, j'accepte. Est-ce que vous me donnez votre assentiment pour vous donner le rendez-vous parce que moi je pense que c'est important? Est-ce que vous m'autorisez à vous prescrire un traitement? Et à la fin, le patient qui n'avait rien demandé, finalement, va pouvoir franchir ces étapes dans ce gradient pour aller jusqu'au consentement autour d'un soin. Et donc du coup, on met en place tous ces dispositifs en termes de prise en charge et de traitement, mais en envisageant aussi une prévention individuelle le plus tôt possible chez l'enfant et l'adolescent pour éviter de rentrer dans des comportements sexuels problématiques ou des troubles paraphiliques. Et au niveau collectif, l'idée c'est de pouvoir identifier ces systèmes pathologiques ou pathogènes qui peuvent favoriser finalement la réalisation de ces violences en privilégiant plutôt la coopération, la réciprocité, la solidarité, au lieu de l'individualisme, de la compétition, et une forme de rentabilité permanente, y compris dans la séduction et la dimension narcissique. Prévention de la récidive de surcroît pour les soignants. Il s'agit d'identifier des différentes dangerosités, en sachant que quand je réduis la dangerosité psychiatrique en traitant par exemple une addiction, je participe de surcroît à réduire le risque de récidive, chacun à sa place, avec des objectifs qui peuvent être partagés, un référentiel théorique différent, avec dans la santé et la médecine, un diagnostic, un pronostic, un traitement, dans la prévention de la récidive, différents modèles, et puis au carrefour, ce qu'on appelle des sciences cliniques sur l'évaluation du risque, mais chacun à sa place pour être bien articulé, sans confusion,
et accompagner ces personnes condamnées, le plus souvent à une injonction de soins, autour d'une évolution vers une sexualité qui ne soit plus problématique. Pour conclure, il s'agit déjà d'identifier les violences, protéger les victimes, éclairer les enjeux psychopathologiques du côté de l'agresseur et de l'auteur de violence, mais aussi du côté de la victime et des relations. Chacun a sa place pour pouvoir s'articuler de manière complémentaire avec une notion simple et efficace. Jamais rester seul, s'il vous plaît. Paul-Claude Racamier disait « Je ne suis pas du tout sûr qu'il faille être fou pour comprendre les psychotiques, mais ce dont je suis sûr, c'est que pour comprendre un pervers, quand on ne l'est pas, on souffre. » Il faisait référence à notre petit îlot pervers infantile, qu'on a tous un peu avec nous, qui nous permet d'ajuster à la marge la réalité, autour du mensonge par omission, de manière consciente ou inconsciente, autour de ces patients qu'on rencontre de manière, j'allais dire, massive dans une tentative de prise de contrôle de la consultation et avec lequel il va falloir s'asseoir pour envisager une partie d'échec, encore une fois j'insiste, et anticiper et accompagner et soulager, encore une fois, le patient d'angoisse, de comportement et ou de violence. Pour plus d'informations, vous pourrez aller consulter le site de la Fédération française des CRIAT ou sinon notre site internet du CRIAT dans le Roussillon. On propose des références bibliographiques et une newsletter bibliographique du réseau documentaire de la Fédération française des CRIAT, donc il y a plein de ressources. Je vous donnerai la bibliographie, je transmettrai le support aux organisateurs. Et puis ici des sites utiles que vous pourrez aller consulter pour récupérer encore soit de l'information, soit des notions plus complexes. N'hésitez pas en cas de besoin, en tout cas ne restez pas seul, et puis on va prendre quelques questions si vous voulez bien, pour pouvoir terminer cette présentation. Merci. C'était très dense, alors je vais faire bref pour laisser la place à toutes les questions. Oui, il y a un micro là aussi. Non mais il entend. Ah oui, normalement oui. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais. Merci pour tous ces apports très très riches. Juste un petit mot pour faire le lien avec ce matin, ce que je me suis noté en vous écoutant et au travers de tous ces éclairages sur les différentes classifications, ça fait écho aussi, je trouve, encore une fois, au rapport à la norme, déjà, dans un premier temps, et puis au corps, je trouve, encore une fois, et à la limite, et au choix d'objets, et à la manière de décharger un petit peu toute cette pulsion, voilà, qui est à l'œuvre. Donc je trouve que ça fait bien le lien avec ce qu'on a pu entendre ce matin. Ce que je trouvais très intéressant aussi, puisque Nathalie en avait parlé, c'est cette question de ce qui vient se rejouer dans les espaces de soins, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes qui ont un symptôme qui était à l'œuvre à l'extérieur, avec voilà, des passages à l'acte, à différencier du fantasme aussi, ça je trouve que c'était une notion très importante. Ma question c'était un peu ça, comment on fait en équipe pour s'extraire de ça, ou voilà, pour en tout cas essayer de percevoir ce qui est à l'œuvre, ce que les patients peuvent venir remettre à l'œuvre dans les équipes, est-ce que ça peut susciter comme effroi, comme refus, voilà. On en parlait en fait ce matin dans l'introduction, donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien d'en dire un mot là, même si vous n'avez pas de solution miracle, j'imagine, mais... Alors, le miracle, c'est pas du côté de l'imposition des mains pour guérir le patient. Je pense que le petit miracle, c'est de mettre tout le monde en sécurité. Et lorsque, du côté de certaines équipes de soins, du côté de certains professionnels, il y a ce phénomène de rejet massif, qui peut être violent, je pense qu'il faut d'abord sécuriser le périmètre, il faut sécuriser les équipes. Donc c'est à ça que servent un peu les CRIAT, c'est d'apporter un peu de sécurité sur des prises en charge compliquées. Nous ici, on n'hésite pas à travailler à plusieurs sur une prise en charge, c'est-à-dire psychologue, psychiatre en alternance, avec cette idée, encore une fois, métaphore par analogie, de l'alpinisme. Si on doit atteindre des sommets compliqués, on va mettre en place une cordée qui protège tout le monde, et on s'encorde à plusieurs professionnels autour du patient, de la personne placée sous main de justice. Ce qui veut dire que quand il y en a un qui dévisse, il y a l'autre professionnel pour le récupérer. Et dévisser dans cette prise en charge, c'est la fascination, c'est l'emprise, c'est la terreur, c'est l'angoisse, c'est la peur. Et donc lorsqu'on a plusieurs, finalement on protège cette prise en charge, et ça nous permet toujours de vérifier que l'autre est bien là,
qu'il n'est pas pris dans les phares du patient ou dans les feux de quelque chose qui est compliqué, et de pouvoir continuer d'avancer ensemble vers le sommet, c'est-à-dire vers un mieux-être du côté du patient. Mais c'est pour moi la première notion, c'est celle de la sécurité psychique des professionnels et des équipes pour pouvoir accueillir ce type de profil. Merci. Je vais laisser la parole à celles et ceux qui veulent poser des questions. Moi, j'avais une question par rapport au traitement freinateur de la libido. Vous dites qu'il faut absolument le consentement du patient. On a une masse près de notre hôpital, enfin, qui appartient à notre hôpital, et on est régulièrement sollicité pour des patients qui ont un retard mental sévère, avec des difficultés à gérer leur sexualité et avec des difficultés chez qui on craint un passage à l'acte sur d'autres patients. Et je me demandais, étant donné qu'ils ont ce retard mental sévère, est-ce qu'on peut quand même mettre ce traitement de la libido? Je ne sais pas comment faire. Voilà. Alors, d'expérience, je vous invite à penser la question de la sexualité dans l'institution. Parce que parfois, c'est l'occasion juste de mettre le mouchoir sur la question du sexuel et de la sexualité. Les personnes âgées n'ont pas de sexualité, les détenus en prison n'ont pas de sexualité, les patients psychiatriques hospitalisés en enfants n'ont pas de sexualité. Alors, je vous donne une information, la réponse est si. Ils ont une sexualité parce que ce sont des êtres humains. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on peut envisager, dans un lieu qui accueille des personnes avec un retard mental, l'avènement du sexuel. Parce que quand ça vient à l'adolescence, on s'y attend tous à peu près en tant qu'adulte, mais quand ça vient à 38 ans d'âge biologique, c'est un sujet avec un retard mental et un âge mental de développement de 8-10 ans, ça peut surprendre, en particulier des parents. On a des situations de mamans qui nous disent « mais mon fils, il n'a jamais eu de problème de sexualité, pourquoi maintenant à 32 ans ?» Parce que, madame, en fait, votre fils, sur le plan du développement psychologique, affectif et sexuel, il a 12-13 ans. Et à 12-13 ans, il s'échange des photos de nus, des trucs de porno, etc. Donc finalement, c'était attendu et c'est relativement normal. Et donc, bienvenue dans la vie de parent d'un adolescent qui est en train de découvrir la sexualité. Et donc, du coup, dans ces situations, on a une proposition qui s'articule à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est protéger l'institution, protéger le patient de violences sexuelles. Et donc, du coup, on va introduire un traitement de freinateur de libido en respectant le cadre éthique et juridique, c'est-à-dire que s'il y a une mesure de protection avec un tuteur, on va passer par le tuteur, on valide la question du consentement, on informe, on fait le bilan pré-traitement, on met en place le traitement, à condition de mettre en œuvre des séances et des séquences d'éducation à la sexualité pour pouvoir accompagner ce jeune déficient au regard de ses capacités vers une sexualité qui sera la sienne. C'est-à-dire qu'on ne met pas le mouchoir définitif sur la question du sexuel et de la sexualité, on va prendre le temps dans l'institution de travailler avec lui ce qu'est la question du sexuel. Et donc là, on a utilisé à plusieurs reprises la boîte à outils de prévention. On a des fiches pour les 8-10 ans, par exemple, sur la question du consentement, sur la question d'estime de soi, sur la question de la limite, la gestion des émotions. Et donc, dans les masses, les éducateurs sont formés à l'utilisation de la boîte à outils et vont utiliser ces fiches, 8-10 ans, 8-12 ans, soit en face-à-face, en individuel, soit en petit sous-groupe à 2 ou 3. Et ça nous permet d'arriver à des choses assez extraordinaires. J'ai une situation où il y en a 2 qui se sont mis en couple dans l'institution. La jeune femme, elle a 36 ans, 38 ans, elle est autiste et elle utilise un buzzer, elle a des troubles de la communication du langage. Elle a un buzzer vert quand elle est d'accord, un buzzer rouge quand elle n'est pas d'accord. Et donc, elle buzz. Vous voyez, ils sont tranquilles dans la chambre, ils ont des temps où c'est possible d'être ensemble dans la chambre. Elle a ses buzzers. Et donc, du coup, ça sonne. Et lui, il sait que quand ça sonne, ben, soit c'est oui, soit c'est non. Et ça s'arrête là. Et donc, c'est une modalité d'interaction qui respecte leurs capacités respectives pour pouvoir envisager tous les deux qu'ils aient des interactions sexuelles. Mais qui sont les leurs, hein. Ça leur appartient. Sauf qu'on les a accompagnés pour que ça soit possible. Et le principal obstacle, ça a été la mère du monsieur. Parce qu'elle était terrorisée à l'idée qu'ils aient des enfants. Donc, ça, elle l'a dit après. Hein. C'était encore une fois, elle a eu peur que son fils devienne père. Et en plus, elle avait un patrimoine avec l'idée que cette jeune femme viendrait voler l'argent de son fils. Vous voyez ? Donc, des projections finalement d'adultes. J'évoquais la question de la sécurité psychique. Parfois, il faut sécuriser aussi les familles, les éducateurs et les institutions. Oui, bonjour Mathieu, c'est toujours très intéressant de t'entendre et toujours aussi passionnant. J'ai 2 questions, mais comme j'ai le micro, je dois en poser qu'une et si j'ai le droit par la suite, je peux te poser la seconde. Les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur sur les violences à personnes montrent une diminution globale de ces violences, mais une augmentation des violences des jeunes au sein de ce groupe.
concernant les passages à l'acte. Et chaque fois qu'un jeune sort un couteau et qu'il y a un drame dans nos rues, ça fait beaucoup de médiatisation en ce moment, avec beaucoup de réflexions sur l'évolution de la loi sur la violence des mineurs. Mais ma question, c'est par rapport au début de ton diaporama. Tu nous as montré cette augmentation de l'agression sexuelle des mineurs sur mineurs. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il te semble que c'est une problématique globale, on a un problème avec l'expression de la violence de nos mineurs dans l'évolution de notre société, ou est-ce que cette augmentation de la violence sexuelle de mineurs sur mineurs est un biais lié à une plus grande révélation des dépôts de plainte? Je suis désolé, les deux en général. Sur l'idée qu'il y a effectivement un accès plus facile à la libération de la parole, mais ça participe, à mon avis, en proportion relative, à hauteur de 20-30% du phénomène. Le reste, c'est cette grande... Allez, à mon avis, on va vers de grands problèmes sur la question narcissique et de l'accès à l'interaction sociale pour les tranches d'âge, là, des 11, 14, 15, 16, 17, 18. Puisque je disais, l'entrée dans la sexualité, c'est le porno. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et des enfants, en particulier des garçons, qui ont accès au porno dès le premier téléphone portable. Et avec la question de l'accès aux écrans. Tout ça est intimement lié. Donc, quel type d'interaction, pour quelle modalité de relation, à la fois sur le plan narcissique, puisque le téléphone portable, c'est quand même un joli miroir, hein, et les réseaux sociaux viennent diffracter sa propre image, avec en plus la question de l'accès au corps de l'autre à travers les téléphones portables. Les premières interactions, moi j'étais sidéré, c'était il y a quelques années déjà, un jeune homme, 15 ans, 16 ans, 15 ans je crois, il me dit, j'ai passé la première nuit avec ma copine, mais l'autre elle était à 600 km du comment. Il me dit, ouais, on a passé la nuit en FaceTime. Et donc le fait d'avoir le FaceTime de sa copine près de lui, là, il a eu la sensation qu'il avait dormi avec sa copine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc j'étais en live, hein, ils dormaient tous les deux, genre il peut entendre ronfler, etc. Donc c'est assez magique. Comment, finalement, c'est quasiment un fétiche, hein, il a un petit bout de l'autre et il considère que c'est le tout. Autre chose qui concerne ma pratique, j'ai vu arriver en expertise depuis 2 ans, des sujets jeunes, 17, 18, 19 ans, qui en post-Covid ont fait comme ils avaient vu, quoi. C'est-à-dire le porno qu'ils ont consommé pendant des mois. Et donc du coup, première soirée, ils boivent un peu, ils sont un peu désinhibés, nous il fait chaud ici, il y a des piscines, ils sont à moitié désinhibés. Et donc le type, le garçon, il est un peu bourré, la fille elle est sympa, il se frotte un peu, et puis il pense que c'est comme dans le film, quoi. Donc on se dit bonjour avec une fellation. J'exagère à peine. Mais ça fait des agressions sexuelles et des viols, avec des garçons que je vois en expertise, mais qui ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. À dire, ah mais c'est pas comme ça. Ben non, c'est pas comme ça. Enfin, pour terminer, aux États-Unis, ils ont mis en place une étude de cohorte pour étudier justement l'évolution des interactions sociales dans la tranche d'âge de 12-13 ans, en prospective sur 20 ans. Parce que la vraie question, c'est comment ces jeunes êtres humains vont interagir ensemble, avec une inquiétude aussi sur la capacité à développer des relations à la fois affectives, harmonieuses, mais aussi sexuelles. Donc il y a un vrai enjeu, j'allais dire, pour notre espèce, hein, plus l'interruption des robots, plus une question très, encore une fois, narcissique, d'individualisme, dont j'ai pas besoin de toi, et une difficulté à rentrer en relation. Ensuite, une exclusivité de la relation, on voit plein de jeunes extrêmement jaloux, hein, où l'autre devient juste le prolongement de lui-même, et une difficulté à se séparer. Et donc tout ça fait que ça va être très compliqué, à mon avis, de s'épargner la question des violences, parce que lorsqu'ils sont rattrapés sur une frustration, une difficulté, une souffrance, ça s'agit directement, hein, puisque là aussi, ils n'ont pas appris tout à fait à réguler et à interagir, et donc du coup, c'est du passage à l'acte, soit des violences dirigées contre soi, on a vu une explosion des automutilations, tentatives de suicide chez les jeunes, dans les services d'urgence, soit des violences dirigées contre des tiers. Hein, et après, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est le destin de la violence ou de la pulsion, comment est-ce que ça s'agit, soit contre soi, soit contre des tiers. Mais encore une fois, polarisation un peu genrée, les filles contre elles-mêmes, les garçons contre des tiers ou contre des filles. Donc on est encore dans quelque chose de très sexiste, hein, je suis désolé. Mais malheureusement, y compris dans l'expression du symptôme et de la souffrance. Il y avait une deuxième question. Mais vas-y. Bon, écoute, j'ai le droit de poser ma deuxième question. Tu as répondu un tout petit peu, mais c'est une expertise que j'ai faite récemment qui m'a posé question, qui est un jeune homme donc, qui est poursuivi actuellement pour détention d'images de zoophilie et pédoporno, et qui m'a expliqué qu'il a découvert la sexualité dans un milieu parental, on va dire RAS, si ce n'est qu'il y avait une grande pudeur, on ne parlait pas du tout de sexualité, en 6e, a circulé dans la cour du collège des images, des films
pornographiques extrêmement violents, notamment de la zoophilie, et il m'a expliqué comme ça qu'il se sentait obligé de regarder ces images pour rester dans le groupe avec ses pairs et ne pas être exclu et jouer le mec, quoi, hein, à ce moment-là, et que ça a développé en lui une véritable addiction aux images, à ce type d'images qu'il regarde des heures entières. Mais quand il arrive dans ses relations, il y a eu 4 relations hétéros, librement consenties avec des partenaires, un apaisement le temps de la relation, et dès qu'il y avait rupture, immédiatement repris de ces images, avec des fantasmes de plus en plus importants, et après des passages à l'acte qui le conduisent actuellement dans une procédure. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que malheureusement, ça c'est notre vulnérabilité neurobiologique. À partir du moment où on s'active les circuits de récompense, en particulier très tôt, on développe une addiction avec une mémoire cérébrale, limbique et aire tegmentale ventrale et noyau accumbens. Et donc du coup, la difficulté ensuite, c'est de désamorcer ce process. Et les humains, dès qu'ils vont mal, ils vont vers ce qui les soulage. Et quand on a activé ces circuits de récompense très vite et très fort avec ce genre d'image, on y retourne, vous voyez. Et la difficulté, c'est ça, hein, c'est de rompre ce processus très morbide et mortifère, compulsif, d'un retour à une activation un peu primitive ou primordiale des circuits de récompense. Et donc, pour moi, c'est le modèle de l'addiction. Sauf que là, on est après dans des addictions comportementales, c'est-à-dire une activation, enfin, une excitation visuelle, et puis ensuite, il est dans des agirs et des perceptions et des sensations, avec en plus l'écho, j'allais dire, un peu pervers, commun à tous les êtres humains, de la domination. C'est-à-dire que si lui, il est dans une séquence de domination, il reprend le pouvoir, alors qu'il ne l'avait plus du fait de sa souffrance, ça s'effondrait, ça va très vite et très fort, il reprend le contrôle et le pouvoir. C'est dans une illusion, hein, encore une fois. Et ce qui est très très rentable sur les circuits de récompense. Et donc là, ça va être un vrai souci, et sur le plan pronostic, ça nécessite un vrai, gros, long traitement. Oui, merci beaucoup, hein, c'était passionnant. Donc Gérald Discutereux de Belgique. En Belgique, il y a eu toute une grande controverse sur un guide par rapport aux enfants adolescents concernant l'éducation à la vie sexuelle et affective. Je voulais savoir un petit peu votre point de vue par rapport à ça. Et puis aussi la question qui prolonge un tout petit peu l'exposé, c'est la question du rapport à Internet, aux réseaux sociaux et même au téléphone portable. Quel est l'avis d'un professionnel psychiatre concernant cela? Trouver une juste mesure entre une bête interdiction et puis aussi évidemment un laisser-aller qui me semble parfois délétère. Mais donc de nouveau, je trouve qu'il faut trouver une juste mesure. Et aujourd'hui, c'est le rapport quand même à l'autorité, ce qui nous fait grandir, ce qui fait grandir les enfants, adolescents qui est posé. Alors, pour répondre en même temps aux deux questions, le problème dans ces situations, c'est pas l'enfant, c'est l'adulte. Hein. Sur les deux situations. Le refus de proposer des programmes d'éducation vie affective et sexuelle vers des enfants, ce sont des adultes qui s'y sont opposés. La capacité d'un enfant à accéder à Internet et à un téléphone portable, c'est grâce à un adulte. Donc, c'est vraiment la question des adultes de pouvoir mettre en place à la fois une compréhension des enjeux et en même temps des limites et des repères. Il m'arrive régulièrement des cours de conférence de rencontrer des gens qui évoquent Françoise Dolto. Mais ils ont le plus souvent pas très bien compris Françoise Dolto. Là, sur la question de l'enfant roi, etc., c'est des situations folles. La maman qui m'explique, j'ai surpris mon petit garçon le week-end dernier, il était avec la petite voisine, ils ont 5 ans ou 6 ans, ils avaient les culottes baissées, le petit garçon lui montrait son zizi, la petite fille sa zézette, qui rigolait, c'était marrant, etc. Okay. Elle rentre dans la chambre, elle n'avait pas frappé avant d'entrer, elle rentre, et elle dit à son petit garçon, c'est super, pardon, vous étiez en train de jouer, mon fils continue, elle lui fait un bisou sur le front. Et elle me dit, j'ai tout compris Françoise Dolto. Donc, vous imaginez les conséquences de ce renforcement positif de cette maman qui était très fière du zizi de son garçon. Non mais vous imaginez les effets. Donc, ce petit garçon, je pense qu'on va le recevoir nous, dans quelques années. Mais c'est aussi bête que ça. C'est aussi bête que ça. Donc du coup, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est toujours la capacité des adultes de comprendre et de faire des choses qui sont à la fois compréhensibles, accessibles et acceptables. Et ensuite, c'est la responsabilité des adultes quand même que de bien accompagner et encadrer les enfants. Et on peut faire de la prévention primaire efficace sans montrer des zizi et des zézettes en matière de violence sexuelle et sexiste. Est-ce que ça répond à la question? Oui, très bien. Je sais que sur les VRAS, hein, donc ce guide d'éducation à la vie affective et sexuelle
en Belgique, ça posait beaucoup de questions, mais je partage entièrement votre avis qu'aujourd'hui, mais c'est le titre, si je me rappelle bien, d'un livre de Philippe Jamet, pour nos ados, soyons adultes, enfin quelque chose comme ça, et qui est indispensable et qu'il faut guérir tous ces adultes qui pensent qu'ils peuvent rester non responsables, sans autorité en tant que tel, mais sans faire un appel à l'autorité en tant que tel, bien évidemment. Non, c'est pas ça, mais d'accord. Et Serge Franc avait proposé des repères sur les écrans, la 3, 6, 9, 12. Je pense que c'est très opérant et opérationnel. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'un parent, il file son téléphone portable avec Internet à un gamin de 3 ans. Mais ça existe.